essayer de vous faire vibrer pendant environ 3/4 d'heure au rythme du doudou. Et premier miracle de la journée, il y a à peine 5 minutes, le soleil a fait son apparition sur la grande place de Mons et bien sûr sous les clameurs. Mais il faut dire ici qu'on dit que le bon Dieu est montois. Le dimanche de la Trinité, c'est en effet Ducasse, un mot qui revêt ici un caractère magique. La Ducasse, ça se prépare depuis plusieurs semaines déjà et ça se vit aujourd'hui dans 2 manifestations spectaculaires. La procession du quart d'or qui vient de se terminer il y a quelques instants, mais rassurez-vous, nous allons la découvrir dans quelques instants. Et puis le célèbre combat dit Lumeçon, le combat de Saint-Georges contre le dragon que nous allons vivre en direct dans un petit quart d'heure à peu près. Alors avec nous pour vous faire partager ces moments d'intense émotion, un invité, François Colette. Bonjour François. Bonjour Guylaine. François Colette est un Montois pur souche. Il a vécu la Ducasse tout gamin, on peut le dire. Oui. C'est ce qu'on dit ici d'ailleurs. Il est amoureux du folklore et il fut pendant 14 ans Chinchin, c'est-à-dire un des acteurs du combat. Alors aujourd'hui, François, pour un Montois, on peut dire vraiment que c'est le plus beau jour de l'année. C'est le plus beau jour de l'année, c'est le jour d'une intense émotion, c'est le jour d'une grande communion entre les Montois et leur ville et les Montois entre eux. Alors la Ducasse, je vous l'ai dit, ça se prépare depuis plusieurs semaines déjà. Les derniers jours sont particulièrement fébriles. Alors pour nous plonger dans l'ambiance, je vous propose tout de suite un petit reportage tourné il y a quelques jours. Il va vous permettre de faire connaissance avec les 2 héros du jour, Saint-Georges et bien sûr son adversaire Elbietz, comme on dit ici, le monstrueux dragon. 17h, Jimmy Tournet, alias Saint-Georges, vient de rentrer de son travail aux cimenteries de Bourg. Sa première visite est pour Saint-Amour, sa jument de 17 ans, objet de toutes les attentions, car il s'agit de la bichonner, sa monture, quelques jours avant le symbolique combat. Il faut notamment lui préparer ses appartements en ville. Saint-Amour, je crois qu'elle va faire son 5e combat. Et ce cheval, il va rester combien de temps en fait ici, dans ce box en ville? Il va passer 4 nuits. On va choisir quand même en fonction de son caractère. Il faut quand même un cheval qui ait très bon caractère, qui n'ait pas peur du bruit. Dieu merci, il en existe encore. Il y a 12 ans, Jimmy a succédé à son père Aramis. Mais comme acteur, il en est à son 32e combat, un sacré bail. Jimmy est bon cavalier, certes, mais croyez-moi, ça ne suffit pas pour faire un bon Saint-Georges. Surtout avoir un cœur gros comme ça, un cœur de Montois. Du cœur, il en faudra pour affronter Elbietz. Regardez-le bien, le sacré monstre, 200 kilos, 9,30 m de long, la mâchoire agressive et la queue impressionnante, terminée par le fameux crin porte-bonheur. Une équipe d'ouvriers communaux s'y affaire depuis plus d'1 mois. Et toujours la même angoisse, cette queue va-t-elle tenir? On pense qu'il n'a qu'une queue, en principe il y en a 4. Oui. Donc c'est cousu et c'est mis en queue d'aronte, d'une certaine façon. Et en principe, ça tient bien donc? En principe, oui. Et puis, il y a aussi tous les accessoires à préparer, comme ces vessies de porc qui serviront d'armes au diable du combat. Les vessies viennent salées de l'abattoir d'Anderlecht dans des pots hermétiques. Elles sont lavées plusieurs fois et le lendemain, on les gonfle et on les fait sécher, soit dans une chaufferie, soit à l'extérieur. Les adversaires sont fin prêts, les hostilités peuvent commencer. Rendez-vous à 12h30. Eh bien voilà, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Impressionnant. Vous connaissez à présent les protagonistes. Il y a bien sûr d'autres acteurs que nous allons découvrir dans une dizaine de minutes qui vont s'affronter dans cette arène que vous venez de voir. Cette arène où déjà il y a pas mal d'ambiance, vous pouvez le constater. Ce sont les nostalgiques du bac à sable. Voilà. En fait, pour certains Montois, le combat a déjà commencé. François, pour un Montois, c'est vraiment un privilège d'être acteur, de faire partie de cette caste de 30 acteurs. Ça n'est pas une caste et ce ne sont pas des grands acteurs, ce sont des acteurs rigoureusement anonymes. L'anonymat est tout à fait complet. C'est vrai qu'avant c'était le privilège ce qu'on appelait à Manche le petit peuple, je veux dire pratiquement le paraprolétariat, jusqu'au moment où les dérives ayant commencé, dérives de violence, scénarios oubliés, on a essayé de reproduire à l'intérieur du rond, ce qu'on appelle le rond, qui est l'arène qui est là devant vous,
l'ensemble du microcosme social montois. C'est-à-dire que vous avez des gens de tous les milieux qui se côtoient, de tous les groupes sociaux. Et effectivement, quand on peut être sélectionné, c'est un énorme privilège. À l'époque où j'ai commencé, c'était peut-être moins un privilège puisque je suis arrivé dans la période de rénovation où l'on devait effectivement succéder à ce paraprolétariat qui risquait de mettre en péril la survie même du combat. Ça fait une vingtaine d'années C'est-à-dire en 1972. Oui, c'est en 1972 que le redressement a commencé. Voilà. Et je pense qu'on est arrivé maintenant à une qualité de combat, si je puis dire. On est arrivé à une qualité scénique qui est évidemment tributaire de 36 aléas, parce que ce n'est pas sur une scène. Il y a un personnage principal qui est le public, et le public donne aussi les règles du jeu, évidemment. Un combat, je vous l'ai dit, ça se prépare évidemment et ça se répète. Cette mise en bouche, cette mise en gueule, si on peut dire, ça se passe le samedi soir. C'est la répétition du combat. Nous allons le voir dans quelques instants. La soirée se termine ensuite par un impressionnant cortège. Dans le centre-ville, c'est la retraite au flambeau. Une balade en musique particulièrement appréciée par les jeunes. Vous allez voir, mais d'abord la répétition. Voici donc la première sortie officielle du Dragon dans la cour intérieure de l'hôtel de ville. Il y a de plus en plus de monde pour cette avant-première et les acteurs éprouvent pas mal de difficultés pour évoluer et répéter les phases essentielles du combat. Le but du jeu, c'est aussi d'habituer le cheval de Saint-Georges à la foule, au bruit et au dragon. Avouez qu'elle a bien du mérite, cette jument. Traditionnellement, on vient montrer les protagonistes aux enfants, mais ici la foule est paisible. Pas question d'attraper le crin porte-bonheur. Le dragon ira ensuite passer sa dernière nuit à l'hôtel de police afin de lui éviter quelques désagréables mésaventures d'avant-combat. 22h, la nuit est tombée sur Mons. Des milliers de jeunes montois s'agglutinent au bas de la rue Nimy. On se prépare pour la retraite, les flambeaux s'allument et la musique se met en place. Cette année, c'est la musique américaine qui animait la promenade en ville. Ambiance assurée pour cette balade quelque peu chahutée, mais c'est la tradition. Une façon en quelque sorte de libérer le trop-plein d'énergie avant le combat de ce midi. Chahuter pour chahuter, c'est nous les champions, on chante les Montois. Ouais, alors dans un style là nettement moins bousculé, se prépare la procession multiséculaire du quart d'or. Une procession en l'honneur de Sainte-Vaudrue, la patronne de la ville de Mons. Cette procession a pris un essor, on vous l'a dit et on va encore vous le répéter, en 1349 à l'occasion d'une épidémie de peste. Alors pour enrayer le fléau, les Montois ont imploré leur sainte patronne en processionnant ces restes, les restes du cœur qui se trouvent dans une châsse, suspendue toute l'année au-dessus du cœur de la collégiale. Alors le samedi soir, on assiste à une cérémonie toute particulière, religieuse et très solennelle, c'est la descente de la chasse. L'un des pôles traditionnels des fêtes de la Ducasse de Mons est la cérémonie de la descente de la chasse de Sainte-Vaudrue. À 20h le samedi, les autorités de la ville sont accueillies par la fabrique d'église et le doyen de la collégiale. Nous allons maintenant procéder à la descente de la chasse de Madame Sainte-Vaudrue. J'invite Monsieur le bourgmestre et le collège, ainsi que les fabriciens, à nous suivre les premiers vers le chevet de l'église. Selon l'histoire, la descente de la chasse qui contient le corps de Sainte-Vaudrue remonte au début du XVe siècle. C'est en fait en l'an de grâce 612 que naquit Waldetrude, qui donnait en mariage à Maldegert, mit au monde 4 enfants avant de se retirer pour mener une vie plus contemplative. Suivie par quelques compagnes, elle mena de longues années durant une vie de prière, de charité et de pénitence avant de rendre son âme à Dieu en 688. Ses reliques furent conservées à Mons, dans l'église Saint-Pierre, ensuite dans l'église voisine de Notre-Dame, qui prit dès lors le nom de Sainte-Vaudrue. Les foules du Hainaut vinrent au cours des siècles l'honorer et quérir auprès d'elle guérison et protection. Après avoir évoqué cette histoire, le doyen confie la garde de la chasse au bourgmestre de la ville pour toute la durée de la Ducasse. Nous vous prions et demandons, ici même, d'en assurer la protection. Nous acceptons volontiers
la garde du corps saint de Madame Sainte-Vaudru. Les applaudissements et l'air du doudou concluent la cérémonie. Montois et invités quittent ensuite la collégiale pour fêter en ville la Ducasse qui durera toute la semaine. Eh bien, nous retrouvons maintenant le cortège qui vient de s'ébranler en haut de la rue des Clercs, François Colette, parce que Oui. Effectivement, avant d'arriver sur, sur la Grande Place, on voit la rue des Clercs à gauche de l'écran, au milieu de l'écran. le cortège doit descendre toute Ce serait évidemment souhaitable qu'on reste sur le groupe parce qu'on pourra voir les acteurs et les participants de la fête. Voilà l'entrée de la rue des Clercs que la caméra remonte. Nous avons peut-être encore le temps de passer notre dernière et voilà, séquence. Mes camarades pensionnés. Nous avons peut-être encore le temps de passer rapidement la dernière séquence, c'est-à-dire la procession qui a défilé sur la Grande Place il y a quelques minutes. Alors, je vous propose de découvrir cette procession. Nous reprenons tout de suite la descente du cortège du Doudou. Jean-Pierre Absat était ce matin à la sortie de la collégiale. La procession actuelle, dite du quart d'or, est née à l'occasion d'un événement malheureux, la peste de 1349. L'épidémie, qui à cette époque ravagea Mons et sa région, donna lieu à des témoignages particuliers de la piété populaire. Le 7 octobre, le clergé, les autorités civiles et les chanoinesses, suivis de la population, partirent en cortège avec les chasses de Sainte-Vaudru. L'épidémie fut enrayée et en reconnaissance, les Montois décidèrent d'organiser chaque année une grande procession en son honneur. Dès 1352, on renonça pour des raisons de conditions climatiques au mois d'octobre pour transférer la procession du dimanche de la Trinité qui suit la Pentecôte. 6 siècles plus tard, c'est toujours à cette date que Mons célèbre sa Ducasse, mais la procession de l'époque était fort différente de celle d'aujourd'hui. En effet, dès la fin du XVIIe siècle, compte tenu de la fatigue provoquée par le Grand Tour et de l'insécurité des campagnes, la procession ne sort plus guère de la ville. Elle fait un petit tour à l'intérieur des remparts. À cette époque, la confrérie de Saint-Georges exécutait au cours de la procession un jeu médiéval où la lutte entre le bien et le mal était évoquée par un combat entre Saint-Georges et le dragon. La procession est digne, quoique bon enfant. Pourtant, la fièvre s'empare des Montois. Lorsque le quart d'or arrive au terme de son périple, à midi, il lui faudra ensuite grimper la rampe Sainte-Vaudru. Bien oui, c'est un impressionnant charroi que nous allons retrouver tout à l'heure pour l'apothéose effectivement de cette procession, c'est-à-dire la fameuse remontée du quart d'or qui a eu lieu à midi exactement, mais on va garder le suspense. D'ailleurs, nous ne savons pas nous-mêmes si ce quart d'or est remonté comme le veut sa tradition sans s'arrêter, la fameuse rampe Sainte-Vaudru. Retour au combat. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous l'avons vu, le cortège du combat dit Luneson vient de démarrer en haut de la rue des Clercs. Il va bientôt apparaître, François, sur cette grande place. Oui, effectivement. Le bourgmestre mène le combat, conduit le combat avec le président du comité de la procession. Jacques Hamed, le président de la procession, qui Jacques Hainaut qui descend la rue des Clercs. Jacques Hamed, c'est les chemins des fêtes que nous allons voir tout à fait en tête du cortège. Tout à l'heure. Oui. Alors, Saint-Georges qui démarre, entouré de ses chinchins. Son garde du corps. Alors il y a le garde du corps qui est en écossais vert et les autres chinchins sont en écossais rouge et rouge et vert, rouge et gris avec soit des dominantes rouges, soit des dominantes grises. En fait ils sont 10 à virevolter là. C'est vraiment l'endroit le plus extraordinaire pour un chinchin, c'est la descente de la rue des Clercs, dans la mesure où il peut sans danger taquiner la foule, s'approcher, faire les galipettes traditionnelles avec le coup de tête suivi d'un coup de un coup de cul du cheval. Alors déjà durant la descente de la rue des Clercs, les chinchins et les diables, qui sont les partisans du dragon, se battent avec des vessies. C'est ça, pour être clair, les chinchins sont les servants de Saint-Georges et alors les diables sont évidemment
comme le nom l'indique, les acolytes du dragon, qui est le symbole du mal. Attention, on va arriver à un endroit stratégique où le dragon va donner un faux coup de queue. C'est au carrefour de la rue des Clercs et de la rue de la Poterie. C'est le premier coup de queue du dragon. Le premier coup de queue va être donné. Alors les chinchins et les diables ont là une mission en commun qui est d'ouvrir, de repousser la foule pour ouvrir un demi-cercle suffisant pour effectuer le rite, qui est assez difficile parce que la rue est étroite. Alors en principe, chaque coup de queue, voilà, le coup de queue est parti et il a été précédé d'une salve des pompiers. Parce qu'il faut dire que ce sont les pompiers qui ouvrent le cortège et durant tout le combat, ils vont tirer des salves aux quatre coins de la place, des salves d'honneur en quelque sorte. Ce sont des salves d'honneur, c'était les compagnies bourgeoises de Mons qui, avec leurs mousquets ou les arquebuses, donnaient ces coups de feu dans le temps. Ce fut ensuite la guerre civique et puis ce furent les pompiers qui reprirent le rôle. Mais ce sont les vrais pompiers qui jouent le rôle. Le dragon va bientôt arriver en bas de voilà la rue des Clercs. Voilà Jimmy Tournet, nous l'avons vu dans le reportage il y a quelques instants. Il porte sa lance avec laquelle il fait des moulinets. C'est ça, et pendant ce temps-là, on dégage la veine. Alors les personnages en noir et jaune que nous voyons, ce sont des halbardiers qui ont bien sûr changé de tenue, les halbardiers de la procession. Le costume de ville des halbardiers. Voilà, qui écartent la foule pour permettre le passage du cortège. Nous voyons également derrière une rangée de policiers, les policiers qui sont ils sont des acteurs, ils sont des personnages, ils ne sont pas à l'intérieur de la scène, si vous voulez, à l'intérieur du scénario, ils sont à l'extérieur, ils font la relation entre le public, qui est aussi acteur, et le groupe des 40. Alors le public est évidemment beaucoup plus nombreux et cette protection qui a été installée d'ailleurs après la Première Guerre est devenue nécessaire parce que, comme vous le voyez sur l'écran, la poussée des marées humaines est extrême dans la rue des Clercs. Et extrême mais bon enfant. Nous sommes à présent en bas ici, de la rue des Clercs, devant nous, voilà, là. en bas de la rue des Clercs. À la droite de Saint-Georges se trouve son garde du corps, un chinchin garde du corps qui ne le quittera pas durant tout le combat. Absolument pas. C'est d'ailleurs un rôle extrêmement épuisant parce que si ici dans la descente, effectivement, il va moins travailler que les autres qui vont aller de gauche à droite et de haut en bas, dès qu'il va être dans l'arène, dans le rond, il va devoir se mettre au pas du cheval. Hein, et quand le cheval va trotter ou éventuellement esquisser un galop, il va le suivre. Il sera toujours évidemment à l'intérieur. Vous voyez ici. C'est très important. C'est lui qui remet les lances. Alors effectivement, comme garde du corps, c'est lui qui est l'écuyer, si vous voulez. C'est ce qui laisse à penser qu'effectivement, ce sont des chevaux qui sont figurés ou des petits chevaux et non des chiens, comme certains le pensaient. Chinchin, voilà, chinchin, ça embête. Et voilà. Le deuxième coup de queue et l'envol de ballon. L'envol de ballon traditionnel depuis la fin de la dernière guerre. Effectivement, le deuxième faux coup de queue doit être spectaculaire et pour cette raison, il y a un marchand de ballon qui... Ça signifie évidemment que le cortège est maintenant entièrement sur la place et va bientôt pénétrer dans cette arène que nous voyons. Et l'arène est dégagée. Autour de l'arène, une corde une double solidement tendue, oui. Et derrière la corde, les vrais montois. Vrai ou faux, je ne sais pas, mais il y a vous avez fait la corde, vous, quand vous étiez jeune? J'étais à la corde quand j'étais en âge, à l'âge de 13-14 ans, après être descendu du quart d'heure où j'avais fait 4 ans. Et c'est effectivement très épuisant comme... je vais dire comme position, très inconfortable, on sort avec des bleus partout. Mais alors on a participé de tout près au rituel, on a touché la bête, on a touché les acteurs. Et on a fait le spectacle, parce qu'il est évident que ce spectacle serait ridicule s'il n'y avait pas les milliers de personnes qui sont autour. Voilà, et il faut bien préciser que la foule participe au combat. Les gens, les Montois sont de vrais acteurs du combat, parce qu'il y a le combat à l'intérieur de l'arène entre Saint-Georges et le dragon, et puis il y a aussi le combat entre les Montois et le dragon. Et c'est précisément le but du jeu, c'est de pouvoir attraper les... C'est un combat finalement très amical. Et alors on peut se demander si en définitive, voilà le dragon qui passe devant l'arène, il va faire un 3/4 de tour pour y rentrer par le sommet de l'écran. On peut se demander effectivement si les Montois qui sont à la corde ne sont pas plutôt partisans du dragon.
hein, effectivement, comme tous ces poils, ces rubans, ces crins sont porte-bonheur, ils ont une préférence à attraper le dragon. Et s'ils pouvaient, ils sortiraient le dragon de l'arène pour l'emmener avec eux comme trophée. Hein, ce serait extraordinaire, mais ça n'est jamais arrivé. Il y a bien une fois une queue qui est partie dans la foule toute seule, sans le dragon. Mais Ça veut dire que les Montois sont particulièrement superstitieux? ce n'est pas de la superstition, mais c'est vrai que chaque Montois, il y en a au moins 50 000 qui a un crin sur lui pendant l'année, attaché au bracelet de sa montre, Oui, autour d'une bague. ou alors un petit ruban, une Un petit cocarde. ruban, une feuille, ou une feuille vessie. d'homme de feuille, une vessie, mais c'est plus rare, les vessies, il y en Voilà, a un qu'une moment centaine. délicat, c'est l'entrée dans l'arène. Les Avec diables font des cumulés, les Des chinchins cuturniaux, ça se dit en Montois, des cuturniaux. et les chinchins entrent à leur tour en saluant la foule. Saint-Georges avec sa lance. Il a un sabre aussi. Il a cet aussi un été. sabre, oui, absolument. Il fait un premier tour d'arène et le dragon va bientôt pénétrer. Voilà, Voilà, il vous allez arrive entendre à son une énorme tour ovation. dans le rond. Une énorme ovation quand il va entrer dans Alors le là, il y a un rond. moment très délicat, c'est quand le dragon a pénétré, c'est la fermeture Il de la faut refermer, corde. effectivement. Alors là, vous allez voir, il va l'arène, avoir oui. une bousculade invraisemblable. Et je plains les malheureux policiers qui se trouvent là juste derrière et qui doivent tirer pour refermer ce rond. Oui, effectivement, Alors, le ils sont combat quand même aidés, parce qu'il y a une proprement dit corde commence. qui est tendue dans l'entrée et qui, en principe, devrait passer entre les derniers acteurs et les premiers policiers. Alors, on a déjà vu la corde qui est montée trop tôt et qui a entraîné en se levant des hommes de feuilles qui sont à l'arrière de la queue dans la chute. Nous ne les avons pas encore présentés, les hommes de Non, feuille. effectivement. Alors, Voilà les hommes de feuille, ils sont à gauche de l'écran. Les hommes de feuille servent en fait à aider les hommes blancs, qui sont les véritables servants, si vous voulez, les pattes, les hommes les blancs pattes du sont les dragon. porteurs du Sont dragon. les porteurs proprement Voilà. dit du Ce dragon. sont des personnages fictifs. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas d'existence en tant que tels. Le dragon vient de donner un coup de queue aux chinchins qui sont tous tombés, qui se relèvent maintenant. Et Saint-Georges-Aubert. Je parlais de hommes de feuille, qui, eux, sont des hommes sauvages, qui sont une figure héraldique en réalité. Ce sont des tenants de blason. Et ils sont occupés à la queue. Et là, ils essaient de dégager la queue. Ils ont Avec une des massue. massues, oui. Hein, et avec la massue, très gentiment, ils parlementent avec le public, si l'on veut. Pendant que les hommes blancs, aidés parfois par les policiers, ils sont moins forts qu'avant, les Ils ont hommes blancs. beaucoup de Ils sont mêles moins forts que de à- montant. Ils ont beaucoup de mêles. Ils ont Dégager la énormément queue. de mal. Pour dégager la queue que l'on lance dans le public régulièrement aux quatre coins de l'arène. Effectivement. Mais j'ai remarqué parce que après mon dernier combat, je suis retourné à la corde une fois. Et alors j'ai vu les armoires qui avaient à côté de moi. Moi je ne suis pas petit, enfin j'ai à peu près 1m80. Mais les jeunes d'aujourd'hui sont 2 fois plus grands. Mais de il telle faut dire sorte que qu'on a intérêt quand même à être fort si on veut aller à la corde. Vous voyez, ce sont des il faut solides être très gaillards. costaud pour être à la Oui, ce sont corde. des solides Effectivement, vous voyez gaillards que la corde leur scie qui n'ont pas le ventre. froid ni aux yeux ni au torse, si je puis dire. Effectivement, oui, mais enfin, comme ils sont sûrs que le bon Dieu est montois et que le soleil arrive. Alors, Saint-Georges a repris son sabre, il a abandonné sa lance et il a repris son sabre. Toujours Voilà, vous allez voir. les hommes blancs qui font tourner le dragon et un coup de qui lance queue, un coup de voilà. queue dans la foule, Et mais ça qui fait la lance des- très des profondément. De telle sorte qu'en fait, si des vous avez centaines de bras hein, qui se précipitent pour essayer d'arracher du crin porte-bonheur. Voilà, de temps en temps, une Effectivement, petite il y a- bagarre pour dégager l'arène. Et le combat va reprendre bien vite. Lorsque cette fameuse queue sera dégagée, apparemment, c'est pas une mince affaire. Non, ça n'est pas une messe. Le costume des hommes de feuille, c'est du lierre, je crois. Ce sont des feuilles de lierre, il y a à peu près 2500 feuilles sur un costume, Et qui sont c'est des feuilles cousu fraîches. à la main. Qui sont des feuilles fraîches qui sont cousues à la main. Les malheureuses épouses des hommes de Oui, feuilles passent à peu près j'allais 40 dire. heures pour préparer le costume de leur mari. Enfin, on a plutôt intérêt à être femme d'homme blanc plutôt Oui, que femme absolument. d'homme de feuille. Oui, Alors, enfin, il y en a qui ont leur verre, leur temple. le combat se passe aussi entre les diables et les chinchins, bien sûr, entre Saint-Georges, que nous voyons ici avec son sabre, et le dragon, et entre la foule et les personnages, Voilà, alors les différents exactement. personnages. Alors Saint-Georges maintenant va rechercher une lance pour continuer le combat. Il a travaillé un peu au sabre, mais il faut savoir que le dragon sera très résistant au sabre. Alors le voilà, il a repris repris sa une lance. lance et il va recommencer à tourner. Enfin, il va toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre avec son chevalier servant qui est à droite en écossais vert. Pendant ce temps-là,
il va rencontrer le dragon qui évolue dans l'autre sens. Et alors il va avoir toute une série de passes d'armes qui sont tout à fait rituelles, mais comme vous le voyez, dès le moment où l'arène est encombrée par des gens qui ont passé la corde, il est évidemment difficile de les faire exactement au moment où on veut. Voilà, il va alors voilà, coup de lance sur la queue, renversement des chinchins par la queue. C'est au moment en général où le changement d'arme se fait, le dragon se croit à un certain avantage et alors en fait, il envoie sa queue sur les chinchins. En fait, tout ça est réglé comme du papier à musique. Vous avez un scénario qui est écrit à la seconde près. Mais les phases ne se font pas toujours au moment. On sait combien de phases on doit faire, quelles phases on doit faire, mais pas toujours au même moment. Le combat d'Illumination, symboliquement, c'est le combat du bien contre le mal, c'est ça? Oh, si c'était resté le combat du bien contre le mal, moi j'ai l'impression qu'on ne le verrait plus évoluer sur la grande place. Je crois que c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus symbolique. Il y a une symbolique moderne justement dans le contact amoureux entre le public et la bête qui est là, spécialement sa queue avec sa crinière, ses 4 queues de cheval, vous a dit le régisseur tout à l'heure, les quatre queues de cheval qui sont de tout temps des symboles de virilité. Alors vous voyez ce qu'on voit, un rond, une grande queue virile. Vous aurez constaté qu'il n'y a déjà plus de rubans sur le dragon. Les rubans partent en principe au premier coup de queue. Ils sont attachés avec des agrafes. Il est très facile de mettre les mains quand on est à la queue, c'est comme ça qu'on fait. On essaie de se trouver dans la trajectoire de la queue, on met les mains sur la queue, on la laisse glisser. On ressort avec des égratignures, avec des blessures parfois un peu plus profondes, mais on ressort avec du... Dites-moi François, quand on est dans le rond là pour l'instant, on pense à quelque chose? On pense encore à quelque chose quand on est acteur? On pense à faire son travail. On pense à faire son travail parce que, vous voyez, les chinchins qui tirent les diables par les pieds. Ils doivent taquiner la foule, ce qui est très difficile à faire à l'intérieur de l'arène parce qu'on ne voit pas toujours si les gens sont bien cachés derrière la corde. Parfois, il y en a qui sont dégagés. Alors, si vous prennent sur le côté, vous êtes perdu, vous devez appeler au secours. Les policiers sont là pour ça. Et le reste du temps, ils doivent effectivement se battre avec les diables. Alors, les batailles avec les diables sont aussi très rituelles. Les diables attaquent aux vessies, ils en crèvent pratiquement toutes les 5 minutes. Et ils s'attaquent aux chinchins, les chinchins les renversent, les chinchins les tirent par les... D'ailleurs, dans l'image, tout au fond, au pied du kiosque, parce que ces diables, ils font une grosse consommation de vessie. Nous l'avons vu tout à l'heure, il y en a environ 300 qui sont gonflés pour le combat. Et alors, pendant tout ce combat, on entend la fanfare sur le kiosque qui joue l'air du doudou. Alors l'air du doudou, c'est une marche militaire des compagnies montoises qui remontent au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et en fait, c'est notre hymne national. Je crois qu'il n'y a pas un montois qui n'écrase pas une larme le jour de la première exécution du doudou, le soir de la collégiale ou le lendemain matin. C'est inévitable, c'est impossible. Alors ils ne sont pas montois. S'ils ne sont pas profondément émotionnés. La preuve, voyez l'homme blanc qui est à la queue, qui sourit là-bas avec sa moustache. Je voudrais raconter l'histoire parce qu'il est officier de la Force Pronu. Il était en Kraïna avant-hier. Il a reçu une permission. Il a fait 12 heures d'avion en faisant des sauts de puce dans tous les pays de l'Europe centrale pour arriver à temps. Il est arrivé effectivement hier soir pour faire son combat et repart mardi matin dans la fournaise de Croatie. Et je crois qu'il faut le souligner. Je n'imaginais pas voir Jean-Luc, moi, c'était vraiment la surprise. De la ferveur des Montois. L'exemple de ce que pour un Montois, rigoureusement rien n'est impossible. Les porteurs de vessie, que nous venons de voir. Et Saint-Georges range son sabre, va reprendre une lance. Parce qu'on n'a pas vu tout à l'heure, la lance précédente s'est cassée. C'est-à-dire que attaquant la queue, qui est un tronc de frêne de 90 kg, est très la résistant. Queue de 90 kg, mais l'ensemble fait 200 kg. Oui, mais je crois qu'il faut dire que ça a l'air de rien, parce que finalement vous avez 10 porteurs plus 6 hommes de feuilles qui sont pratiquement sur le dragon. Mais imaginez-vous que le principal du poids se trouve sur la queue, qui est plus longue que le corps, et c'est le levier, c'est le principe du levier à l'envers. C'est-à-dire que vous tenez le corps pour soulever une masse qui est démultipliée de l'autre côté, ce qui demande un effort considérable. Particulièrement éprouvant, il faut des costauds. Il faut effectivement des costauds. Parce que la position, regardez, la position traditionnelle du dragon est une position oblique à 30 degrés, qui est donc une position où la queue, qui est le principal du poids, est en porte-à-faux. Au départ, le combat n'avait pas lieu en place, il était intégré à la procession.
On en a discuté beaucoup. Effectivement, il y avait une représentation beaucoup plus allégorique du combat de Saint-Georges et du dragon qui se déroulait dans la procession, du style d'un mystère du Moyen-Âge. Et à ce moment-là, on racontait vraiment l'histoire de Saint-Georges, puisque le dragon était accompagné de la pucelle, qui était la princesse qui était délivrée par le chevalier cappadocien. Ça, c'est la légende de Saint-Georges, la vraie légende. C'est la vraie fausse légende de Saint-Georges, c'est-à-dire ce serait vrai si c'était pas une légende, oui, effectivement. Non, parce que les Borins s'approprient souvent la paternité de Saint-Georges et même du combat avec la légende de Gilles de Chêne. Je crois qu'il faut bien préciser, Gilles de Chêne n'a rien à voir avec le Saint-Georges Montois. Ah, mais je ne suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout parce que dans les contes du XVIIIe siècle, les vrais Montois. Dans les contes du XVIIIe siècle, mais Gilles de Chêne était en Montois aussi, il ne faut pas s'inquiéter. Dans les contes du XVIIIe siècle, on voit que pour désigner le cavalier qui va exécuter le jeu qui se passe dans la procession, on l'appelle Gilles de Chêne. Donc il y a eu un moment de confusion. Et ça, c'est dû à une insistance du comte de Saint-Guilain, qui avait été richement doté, l'abbaye de Saint-Guilain, par la famille Gilles de Chêne, qui a voulu le remettre en honneur. Et effectivement, il en reste quelque chose, ce sont les chinchins, parce que chinchin, c'est le cri de guerre de Gilles de Bernémont, qui a participé à la première croisade avec Godefroy de Bouillon et qui a rapporté une tête de dragon, qui est toujours ici à moi. Je peux raconter l'anecdote parce qu'il ne se passe pas grand-chose sur l'écran. Il a rapporté cette tête de dragon qui était versée, puisqu'il était sénéchal du Hainaut, c'est-à-dire le premier officier du comte, dans le trésor des Chartes. Et lorsque Louis XIV a pris la ville en 1691, Louis XIV a emmené à Versailles la tête du crocodile. Et dans un codicile du traité d'Utrecht de 1713, on a rapatrié le crocodile. On a prévu que la France rendrait à Mons la fameuse tête de crocodile qui est aujourd'hui au musée des folklores et qui est un crocodile du Nil vraisemblablement, mais qui est fossile et qui remonte à 5000. Pour préciser donc que le combat est sorti de la procession au 19e siècle. C'était la confrérie de Saint-Georges qui était chargée dans la procession d'organiser ce jeu. Oui, effectivement, il y a eu une confrérie de Saint-Georges qui est une confrérie de chevalerie. En fait, une des comtesses de Hainaut, Philippine, avait épousé Henri III roi d'Angleterre. L'Angleterre a pour patron Saint-Georges, c'était le patron aussi de la chevalerie. Il a vraiment été importé par cette alliance anglo-inuière. Et effectivement, en 1380, on connaît les premiers statuts, mais la confrérie remonte à quelques années antérieurement. On connaît les statuts de cette confrérie, qui était une confrérie qui regroupait les nobles de la province, le comte, et les échevins de Mons. Et qui effectivement a remis à l'honneur le saint et qui a obtenu de Saint-Vaudru de pouvoir suivre le quart d'heure directement dans la procession. Maintenant, le trait d'union entre la procession et le combat d'Ilumson. D'ailleurs, Saint-Georges participe à la procession. Saint-Georges participe effectivement à la procession. Et puis d'autres acteurs, d'autres personnages du combat. Oui, mais alors effectivement, le jeu d'Ilumson, lui, est sorti de la procession une première fois. Lorsque Joseph II, qui était l'empereur sacristain, avait pris un édit qui interdisait des participations profanes dans les processions religieuses. Et à ce moment-là, le magistrat, qui était très chrétien, on sait qu'il faisait du zèle, a empêché le Lumson de se faire dans la procession. Depuis en 1786, je pense que le Lumson était interdit. Alors il y a eu une véritable révolution, une émeute à Mons entre 1786 et 1787, et on l'a reproduit, le Lumson, mais on l'a reproduit sur la Grand Place. Donc, d'ailleurs, la première iconographie qu'on a du Lumson, qui est une estampe de Philibert Delmotte de 1795, représente le Lumson exécuté sur la Grande Place. Voilà. Alors, donc c'est avant le 19e siècle, à mon avis, que le jeu est sorti. Alors maintenant, nous retrouvons Saint-Georges avec son sabre et toujours ses coups de queue dans la foule, ses mains tendues, cet espoir d'obtenir un petit train porte-bonheur. Je crois qu'il va y avoir un renversement de Chinchin. De Chinchin, c'est le deuxième ou le troisième. Il y en a trois, je pense, en tout prévus dans le scénario. Nous avançons d'ailleurs dans le scénario. Vous voyez, la queue, elle est déjà pas mal entamée. Elle est plumée, oui. Alors, j'apprends que nous sommes en mesure de vous diffuser
la remontée du quart d'or. En deux mots, François, la remontée du quart d'or, c'est quoi? Ça représente quoi pour les victoires? C'est le final de la procession. C'est le final de la procession. Il y a un escarpement qui est une rue en gros pavé de silex qui doit être monté par le quart d'or, qui est tiré par 6 chevaux. Et bon, la légende veut qu'au cas où la montée ne se fait pas en une fois, effectivement, le malheur s'abat sur la ville. Voilà, C'est une légende qui n'a jamais été vérifiée. On va le vérifier. Mais alors on explique aux gens que pour éviter ce malheur, pratiquement toute la population et les mêmes qui se trouvent ici autour de la corde a poussé le quart d'or pour l'empêcher de s'arrêter. Eh bien, pour nous, le suspense persiste aussi parce que nous ne savons pas si le quart d'or est remonté. Nous allons découvrir avec vous ces images. Alors, ce quart d'or va-t-il remonter sans s'arrêter la rampe Sainte-Vaudrue? On frissonne déjà, on a l'estomac noué et puis on croise les doigts, allons-y. Voilà les trompettes thébaines qui annoncent le départ. Voilà, le charroi est parti. Ah, c'est extraordinaire, c'est comme Oui, si j'y étais. 6 chevaux de trait tirent cet impressionnant charroi sur lequel se trouve donc la chasse, les enfants de chœur, le clergé de Sainte-Vaudrue. Alors toute la foule derrière qui pousse. Alors ça va lentement, hein, ça a l'air très vite. On est à peu près à la moitié de la remontée. On dirait qu'il fléchit un petit peu, mais bon, ça a l'air d'aller, ça tient. Voilà, il va lentement, mais il ne s'arrête pas. Regardez, les roues tournent bien, il n'y a pas de problème. On va arriver en haut. Encore 10 mètres à peu près, 10 mètres, 20 mètres, oui, on y est. On est sous les trompettes, on y est. Et vous voyez tous ces Montois heureux qui chantent. Qu'est-ce qu'on chante à ce moment-là? Les Montois ne périront pas, ce sont les meilleurs, ce sont les champions. Et le voilà. Impressionnant cette marée humaine qui pousse le quart d'or. Il n'y a jamais eu d'accident en fait, parce que ça semble un petit peu dangereux. 1960, mais j'étais d'ailleurs sur le quart d'or et il y a eu 2 personnes. Ah oui, parce qu'il faut dire que François Colette était enfant de cœur. Oui, j'étais enfant de cœur à Sainte-Vaudrue. Ce qui m'a permis de faire toutes les descentes de chasse dans mon enfance et de monter sur le quart d'or, qui était aussi un extrême privilège, puisqu'il y a 8 à 10 enfants qui montent sur le quart d'or. J'ai fait 2-3 ans. Et en 1960, malheureusement, il y a 2 personnes qui ont glissé sous les roues parce qu'elles poussaient latéralement et qui ont dû être amputées. Depuis cette époque, d'ailleurs, il y a tout un dispositif de sécurité autour du quart d'or qui est aménagé par des Montois qui, eux, risquent leur vie pour éviter les accidents. On assiste pour l'instant à la remise du pistolet à Saint-Georges. Donc Saint-Georges a abandonné sa lance, son sabre momentanément. Et on lui a donné le pistolet. On va présenter le dragon qui est déjà fort fatigué. Hein. Oui, le dragon est fatigué. Et les hommes blancs aussi. On va présenter... Et Saint-Georges a mal au bras. Le dragon à faire des Saint-Georges. moulinets avec sa lance, ce sera beaucoup plus facile comme ça, si ça marche évidemment. Parce que c'est pas sûr. Il va faire le tour de la reine. Il doit se présenter devant. Et il va tirer son pistolet la poudre est mouillée, son pistolet est enrayé. Alors il reprend le sabre, il va recommencer. Et le combat continue. En principe, tout doit être terminé à 13h. En principe. Oui, il y a certaines latitudes. On déborde parfois. On déborde parfois, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est parti bien à l'heure, de telle sorte qu'en principe on ne devrait pas dépasser l'heure finale de 13h. Théoriquement, on connaît le vainqueur, mais il peut quand même y avoir des surprises. Je me souviens d'une année où Saint-Georges a été désarçonné par la queue du dragon. En 1958, il était désarçonné. Il a failli l'être plus récemment, un peu plus récemment, dans les années 70, si je me souviens bien. Effectivement, déjà avec Aramis. Donc, de temps en temps, le dragon modifie le scénario, si je puis dire. Oui, de temps en temps, oui. Oui, mais enfin, tant que Saint-Georges peut se relever, oh là, j'ai l'impression qu'il avait laissé partir son sabre. Mais c'est vrai que le dragon, là, ne présente plus grande résistance. Hein. Il apparaît bien fatigué. Alors, il faut dire aussi, on ne le voit pas directement, mais il y a un homme blanc à l'intérieur du dragon. Effectivement. Et ça, c'était un souvenir de l'origine du dragon, qui était en fait une petite pièce d'osier, hein, qui avait bien 3-4 mètres de long, mais qui était très légère parce qu'elle ne faisait qu'effleurer ou traverser la foule. Et ce dragon plus léger était porté par un seul porteur qui se trouvait
dans le dragon avec des bretelles et des poignées. Alors les bretelles et poignées existent toujours, les poignées existent toujours, les bretelles n'existent plus. Et chaque homme blanc ça servira quand même à équilibrer le dragon latéralement, et chaque homme blanc va aller à son tour, soit faire la descente de la rue des Clercs qui est très longue, soit en 2 minutes à l'intérieur du dire qu'il y rond. avait un chrono même à l'intérieur. Il y a une grosse horloge, horloge de gare, et il y a une sonnette de vélo pour appeler au secours. Parce que effectivement, quand on est à l'intérieur, on ne voit rien du tout. Il y a deux toutes petites lucarnes, effectivement. On ne doit pas voir grand-chose et le temps doit être fort long, j'ai l'impression. C'est assez claustrophobique, alors on ne sait pas ce qui se passe au-dessus. Imaginez que le dragon soit un jour happé par la foule. Vous imaginez évidemment que celui qui est en dessous part avec. Alors, voilà donc le chef d'orchestre qui avec continue imperturbablement à faire jouer le doudou. Ce dragon, il est relativement récent. Il date des années 70. Avant, le dragon était un petit peu plus petit, moins lourd. Il était plus léger. Alors, dans les années 70, on a rénové le combat. Donc, un nouveau dragon a été introduit et je dois dire qu'au départ, il y a eu quelques problèmes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y avait pas trouvé la queue adéquate. Il avait une queue de sapin. Et la queue de sapin s'est cassée en 74 et 75. La première année, elle s'est cassée, mais elle est restée attachée. Elle est restée attachée, alors on a voulu la remettre simplement. Elle était en fait détachée dans l'arceau qui est à l'intérieur, c'est-à-dire à la naissance. Et alors l'année suivante, elle a cassé. Attention, deuxième coup de feu. Alors cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Saint-Georges. Il refait un tour d'arène. Enfin, maintenant, la queue, elle a l'air bien solide. Il faut dire que c'est du frêne. Il faut dire que c'est un tronc de frêne. Un bois assez solide. Et voilà, un coup de pistolet réussi. Mais attention, le dragon s'effondre, mais se relève. Le combat n'est pas fini. Le dragon fait de la résistance, là, maintenant. Mais dans la légende, il faut savoir que dans la légende de Saint-Georges, Saint-Georges n'a pas tué le dragon, il a blessé le dragon, il l'a amadoué, il a permis à la pucelle de le ramener dans la ville, il ne l'a tué qu'après. C'est ça, il a été mis à mort après. Il a été mis à mort en 2 fois. Et de toute façon, rassurez-vous, ce dragon-ci ne va pas vraiment mourir, parce que si effectivement il sera entièrement mis à mort, il dira simplement un vlaco pour un an. C'est ça, il ressuscite chaque année. Il ressurgit il a encore donné un coup de queue dans la foule, en essayant de faire en sorte que la plupart du public participant reçoivent sa ration de crin. C'est-à-dire que ce dragon, il est bien gardé aussi quelques jours avant la Bicasse, parce qu'on a assisté il y a une trentaine d'années à une anecdote assez particulière. On avait volé le dragon. Il avait disparu, effectivement, et c'était des étudiants qui avaient fait cette blague bon enfant et qui avaient téléphoné à la police le matin même pour dire que le dragon était volé, se trouvait dans le bois de Wam. Le bois de Wam, c'est le fameux bois où Gilles de Chat a aussi découvert un symbole. Et personne n'a voulu croire. Personne n'a voulu croire, et c'est à 11h30 quand on a ouvert les portes du théâtre où il devait se trouver qu'on a vu que la blague était bonne. Alors on avait oublié de noter l'endroit qui avait été indiqué comme étant l'endroit où le dragon avait été caché, muché comme on dit chez nous. Et les ravisseurs ont dû retéléphoner, voyant qu'à 12h30 on n'avait toujours pas trouvé le dragon. Ils ont dû retéléphoner pour donner l'emplacement exact. Il a été découvert dans le bois de Wam. Et je crois que le combat commençait à 1h30, c'est-à-dire avec 1 heure de retard, et a duré jusqu'à 2 heures. Saint-Georges salue les autorités communales. Oui, c'est anticipatif, parce que vous verrez que s'il doit attendre que le dragon soit définitivement mort pour saluer, eh bien, je crois qu'il ne resterait pas grand-chose de ses attributs et de ses vêtements. Parce que la foule est prête à se lancer sur la dépouille du dragon. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de la mise à mort. Ce sont les derniers coups de queue, les derniers soubresauts du dragon. Voilà, Saint-Georges salue encore les autorités communales donc, qui se trouvent au balcon de l'hôtel de ville et les personnalités. Alors ceux qui n'ont pas encore du crin ou un petit souvenir, je pense que c'est le moment, parce que il ne va plus tenir bien longtemps. Saint-Georges a repris son pistolet. Voilà. Saint-Georges a repris son pistolet. Je crois qu'il va bientôt donner le coup de grâce. Alors ici, c'est un moment très important. Un moment très important. Vous voyez que le rond s'est échancré au-dessus, c'est-à-dire une sortie est ménagée par les papis, c'est-à-dire mon groupe d'anciens. Les anciens, voilà. Avec les papis, ce sont les personnages en bleu. Mais vous avez à peu près une centaine de personnes qui va ouvrir ce passage.
Et dès le coup de pistolet, en principe, tous les acteurs vont devoir s'engouffrer parce que sinon, ils vont passer une demi-heure à essayer de s'en sortir. Alors c'est assez dangereux. C'est un moment excessivement oui, c'est dangereux. assez dangereux pour les acteurs. Je me Et vous souviens voyez d'une d'ailleurs année, on a tiré... le régisseur qui rassemble, oui. les acteurs vers la sortie pour éviter qu'il y ait un traîneur dans l'arène au moment du coup de feu final. Voilà. Et voilà, il va être donné ce coup de feu bientôt. Peut-être maintenant, Oui. peut-être pas. Il va... Voilà. C'est voilà. terminé, le dragon est mort. Et c'est fait, et vous Alors, voyez que la foule a on le sort, on immédiatement essaie de le envahi l'arène. sortir. Saint-Georges, lui, il reste parce que le cheval le protège. Je crois que les gens ont encore du respect pour les chevaux. Pendant ce temps-là, les autres... pas pour le dragon. Non, pas pour le dragon. Mais le dragon est parti. Non, il n'est pas encore parti. Voilà, Non, il s'extirpe il est tout à fait coincé, péniblement, il est tout à fait péniblement de coincé l'arène. dans la foule. C'est très difficile pour les acteurs, Et pour alors, les vous hommes entendez blancs la qui musique- sont déjà la musique très qui s'éteint. fatigués. La musique s'arrête. Voilà. Se termine Saint-Georges langoureusement. qui salue les Montois, on vient le féliciter. Alors, espérons que lui, on va le laisser tranquille. Oui, Une pas année, de on lui a problème. enlevé le casque, c'est toujours assez perturbant. Oui, Voilà, il se trouve au milieu de l'arène, une arène qui est maintenant envahie, évidemment, entièrement par la foule. Alors, maintenant, le combat est terminé. Que font les Montois maintenant, François? C'est pas fini pour eux, la Ducasse, quand même. Les Montois reçoivent leur chambourlette, c'est-à-dire leurs invités à Oui. qui ils ont essayé de faire participer ce moment d'intense émotion. On va manger jusque ce soir. Il va à peu près plus rien Il y a se un menu passer. particulier? Non, il n'y a pas de menu particulier. C'est-à-dire la chanson dit qu'il y avait des carottes et des petits pois. Hein, mais ça, c'était pour les gens du rempart et les gens du culot. C'était pour le petit peuple. Et puis, moi, chez mon arrière-grand-père, on mangeait le rôti de veau. Et la tarte au groseille? Et la tarte au grousel, oui. Et alors on recevait dans la journée du lundi ou la journée l'après-midi du dimanche ou la journée du lundi, on recevait la visite de Saint-Georges et des combattants avec le dragon qui C'est fait ça. alors le tour de Et- la ville pendant un jour et demi. Donc, cet après-midi et demain, les acteurs vont promener la dépouille. La dépouille, bien Du sûr, la dragon dépouille. Elle dans ne joue Mons. plus, elle est vraiment morte. Voilà. Voilà, Saint-Georges rentre à l'instant sous le porche de l'hôtel de ville Il va être et salué par le bourgmestre. les Montois essaient de trouver dans le sable encore quelques crins. Il y en a toujours, il en reste toujours. Il en reste toujours parce qu'il y a 4 queues sur le dragon, mais il y a 10 queues dans les poches des acteurs. C'est un secret. Mais comme tous les On ne le monteurs sont répétera ici, pas, on on ne est répétera entre pas. nous, on ne le répétera pas. Eh bien, voilà qui termine ce reportage sur le combat d'Ilumson. Sur le torse. Pardon? Sur le torse d'un jeune montois. La foule donc a Voyez, c'est envahi con, maintenant la Grand Place toute est la entièrement Grand pleine. Place. Oui. Le combat est terminé. La partie folklorique de la Ducasse est terminée. Non, elle va Cet se après-midi, poursuivre. il y aura des musiques militaires. Il y aura hein, des c'est musiques militaires, important mais la partie aussi. folklorique se poursuit le mercredi Avec par le le petit petit Lumson. Lumson, qui est Très le même important. combat qui est fait par les enfants pour les enfants. Voilà, et ça se passe donc le mercredi à 18h dans les jardins du Vauxhall. Voilà, et les Montois, oui, et les Montois ne périront pas. Merci de nous avoir suivis pour ce combat d'Ilumson, retransmis en direct de la Grand Place de Mons. Au Bonne revoir. fête, Lucas.